Tac. Bon, bah, ce soir, on arrête les conneries. Hein. On arrête les WordPress, les Joomla, parce que c'est chiant, ça se fait tout le temps pirater, c'est chiant, c'est de la merde. Mais bon, on les aime quand même, hein, parce qu'ils sont sympas, ça est quand même pratique. Hein. On va pas dire que WordPress représente 32% des sites internet. Donc, juste pour dire après, eh ben, c'est la fête. Après, on discute et puis on boit. Donc, ça, c'est juste pour l'instant, on s'occupe juste d'apprendre un peu. Et vous pourrez aussi participer vers la fin. Vous pourrez faire votre propre pull request si vous voulez participer à enrichir le site. Donc ça, on le verra vers la suite. Hop. Oui, je suis en train de le faire, mon cher. Yep. Tac. Alors, je vais vous parler ce soir de Jekyll plutôt. Alors Jekyll, en fait, c'est un outil qui permet en fait de faire des sites statiques. Alors, tac, on va mettre un peu sur tout. Tac. Alors le principe de Jekyll, c'est pour répondre en fait à un besoin, plutôt une idiotie de ce qu'on fait des sites internet actuellement, c'est qu'on fait tous des sites dynamiques. C'est-à-dire on fait tous des sites avec WordPress, d'autres outils, alors qu'en fait on change très rarement le contenu. On le change peut-être une fois par mois, et encore des fois certains sites, certains clients, on les change presque jamais. Donc à quoi dépenser tant d'énergie, de processeurs, d'énergie, alors qu'on nous prône l'écologie, etc., alors qu'on pourrait faire des sites statiques, c'est-à-dire des sites qui soient générés avec des fichiers HTML, CSS et JavaScript fixes pour fournir la page web, tout simplement, comme on faisait il y a 10 ans, même plus, il y a 10, 15, 20 ans, mais on faisait ça avec Dreamweaver, on générait nos templates et on faisait ça, après on uploadait sur l'FTP et on y allait. Bon, on s'est dit c'est peut-être pas très bien, donc on est passé sur des outils modernes. Donc, actuellement, il y a des gens qui se sont dit on a GitHub, c'est pratique Git. Eh bien, il y a l'un des créateurs de Git, plutôt de GitHub, plutôt de la plateforme GitHub, ça va être précis, a créé en fait Jekyll, qui est fait en Ruby, qui permet en fait de générer des sites statiques, donc à partir de templates, etc. Il y a toutes les possibilités qu'on a maintenant dans les sites modernes. De faire des includes, de compiler du CSS, du JS, etc. Donc ça offre tous les avantages d'un framework ou d'outils modernes en les portant sur un site statique à la fin. Donc pour information, ça a été développé par Tom Preston Werner, fondateur de GitHub. Voilà, merci Wikipédia. La licence, il est sur licence MIT, c'est écrit en Ruby, et donc il est considéré actuellement comme le générateur site statique le plus populaire du marché. Ça veut dire qu'après, ceux qui sont derrière, voilà, c'est un peu moins important. Alors, ce qui est important, donc, on va faire tout de suite le site. Ce soir, on fait le site d'ADD, donc devant vous. Donc, je n'ai rien fait, je n'ai rien prévu. J'ai prévu quelques petits morceaux, donc ça va être marrant, on va voir à quoi ça va ressembler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit le doc, RTFM, hop, on y va, bim, tac. Et ben voilà, il faut soi-disant installer, il faut faire un truc. Bon, on va faire ça. On va faire un terminal. On va aller dans le dossier test, démo plutôt. Et hop, il a envie de me faire chier ce matin. Tac. Et on va créer le nouveau site ADD. Bon, voilà. Bon, c'est fait. Tac, donc il dit qu'il faut aller dans le dossier et il faut faire juste serve. Bon, bien vu, le site est déjà prêt. Merci, au revoir. Non, mais voilà, en quelques secondes, vous avez un site déjà exploitable. Donc là, qui est avec Bootstrap, tout un tas de thèmes qui sont à disposition aussi. Donc on peut aller voir le code. Non, c'est pas ce que je voulais faire voir. C'est pas le bon truc. Fais-moi pas chier. Oui, j'ouvre par défaut les dossiers comme ça. Tac. Hop. Donc, à première vue, vous avez déjà un petit fichier 404. Il y a déjà un fichier about, première vue, un petit fichier gem qui contient, en fait, c'est un peu l'équivalent de votre composeur JSON, de votre... qu'est-ce qu'il y a l'équivalent sur
package JSON pour NPM, etc. Donc vous avez, ou pour les autres trucs, Cocoa ou d'autres librairies, ça donne toutes les dépendances qu'a besoin de projet. Vous avez aussi là, donc après il a déjà mis un fichier index.md, vous avez un fichier about en Markdown, un petit fichier GitHub, Gitignore, pardon, et une configuration du site. Bon, hop. Et là, normalement, dans le dossier site, c'est la version statique du site qui est générée. Donc là, toute la partie site _ site, c'est le résultat qui est généré. Et là, vous avez déjà un petit post, à première vue, d'un blog. Donc ça veut dire que c'est sans doute celui-ci, qui contient... Donc si je le modifie, on va s'amuser. Hop, on rafraîchit. Après, vu, ça se fait en temps réel. Donc, après, vu, il fait... Pratique. Oui, je rajoute des fucks. Bon, c'est pas très intéressant de faire voir ça, là, parce que c'est déjà fini, quoi, donc c'est un peu chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout fermer, en fait. Ça sert à rien, ça, en fait. Bim. Je m'en fous, en fait, ce truc. Je vais le tuer. Allez, un rm-rf / non. Hop. Voilà. Bon, on va plutôt faire un vrai site. Hein. Tac. On va faire le tutoriel, on est gentil. Donc, à première vue, pour créer un site avec Jekyll, il suffit de faire un dossier. Bon, on va faire ça. On va l'appeler site. Mais bon, j'ai pas envie de le créer tout de suite, parce que ça m'emmerde de le créer sur l'ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'intérêt de Git, c'est qu'il y a un utile. Donc, on va directement le créer. Un dépôt Git, comme ça nous simplifiera la vie pour le versionner, etc. Hop. Donc, up site. On va mettre en public, on est sympa. On va mettre un readme. On va mettre Jekyll. Tac. On va mettre une licence. On met laquelle? Mathieu? Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes? MIT? Hop. Tac, je te prends un témoin. Bon, c'est bon. Hop, on a le site. On va le cloner. Tac. Tac. Hop, voilà. Hop. Donc on va l'ouvrir aussi avec ouvrir un dossier. Bam. Bon, après la vue, c'est tout vide. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Tac. On va reprendre la doc, parce qu'on est gentil encore. Tac. Après un vue, il faut créer un fichier index. Bon, on va s'occuper de créer un fichier index. Hop, c'est parti. Hop. On va copier ce truc. Ok, donc là, après, il dit comment le servir, nanana. Donc après un vue, il suffit de faire juste Jekyll serve pour pouvoir le voir. Bon, et ben on va retourner sur le site. Bon, ça marche. Jusqu'à là, c'est bon. Bon, étape suivante. Alors là, il parle des notions de liquid. Alors liquid, c'est une sorte de... C'est là où, en fait, ça rend dynamique le site. Ça ne peut pas être bizarre de dire ça, c'est plutôt une sorte de variable. Vous pouvez mettre de la configuration, vous pouvez mettre des if, vous pouvez mettre des boucles, etc. Donc ça permet en fait de rendre, on va dire, beaucoup plus poussé que l'usage d'un Dreamweaver comme on faisait il y a 15 ans. Donc par exemple, on pourrait faire, là, on pourrait mettre tous si la page est affichée, ça affiche le slider. Si on est dans la page, dans tel cas, on peut mettre tout un tas de choses. Donc des filtres, on peut dire par exemple, automatiquement que tous les titres qu'on récupère dans un fichier, eh ben, il va les mettre en majuscule, etc. Hop. Bon, tout ce cas-là, pour l'instant, c'est juste une information, on n'en a pas besoin. Là, il parle encore d'une autre partie, que en fait, tout peut s'écrire en YAML. Par exemple, on peut mettre tout ça dans des fichiers qui ont une typologie un peu spéciale. Hop là. Vous avez toujours une partie en tête. Vous pouvez créer un fichier HTML avec une partie en tête et une partie HTML à l'ancienne. Ce qui permet en fait de pouvoir mettre des layouts, donc des templates de mise en page, etc. Donc là, bon, il donne des exemples. On peut mettre un titre sur une page parce qu'il va pouvoir après l'insérer ici. Vous voyez, vous pouvez faire des variables que vous pouvez incorporer un peu plus tard. Bon, jusqu'à là, on n'en a pas encore trop besoin. Ah, là, il me dit
on introduit les layouts, donc les templates de mise en page. C'est-à-dire qu'une page, on aurait le haut de la page, le footer, et puis la partie contenu. Donc là, c'est ce qu'on voudrait faire, parce qu'on n'a pas envie de se taper chaque fois le header et le footer chaque fois, quoi. Alors, il conseille de créer un fichier about.md. Je crois que j'en ai déjà créé un. Alors, about.md. Eh ben non, j'en ai pas créé un. Eh ben je vais en créer un. Tac. Mais je crois que j'ai déjà un texte. Ah. Mais bon, on va le laisser faire. Donc, nanana, vous devez avoir un fichier index, blablabla. Donc là, il me dit, vous pouvez créer un dossier layout. Hop. Je ne me trompe pas, j'ai pas fait de faute. Ouais. Tac. Et on peut lui mettre à l'intérieur un default.html. Alors, vous oubliez si je vais un peu trop vite, parce que je vais donner la gerbe, je pense. Non, ça va? Je donne pas trop la gerbe? Un peu, pas beaucoup? Attends, il faut que je fasse en 1 heure. Hein. Donc là, on a déjà un fichier template. Donc après, il remplit dans le template, il y a un fichier, il y a une variable page avec un titre et le contenu. Je vous ai montré juste avant, dans les fichiers, on peut mettre, vous avez les 3 tirets, et on peut mettre un title et le contenu HTML. Donc il va placer le contenu HTML dans cette partie content et toutes les variables que vous avez mis dans le fichier HTML ou autre dans cette partie-là. Donc on peut mettre par exemple les descriptions, les méta, les titles, tous les autres paramètres qu'on veut. L'auteur, si on veut mettre l'auteur dedans. Donc là, il me demande, là, voilà, vous avez fait presque tout ce qu'il faut pour le fichier index. Le fichier index commence à devenir un peu inutile parce que vous avez un layout maintenant. Et bien vous allez mettre ça dans votre fichier index. Parce qu'avant, il ressemblait à ça. Vous voyez que le layout est identique. Et bien on va remplacer le fichier index par ça. Tac. Donc le site va ressembler à la même chose. De plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, le titre était en majuscule. On peut le faire passer en minuscule. Pratique? Bon, on va peut-être un peu plus gros. Oups là, un peu trop gros. Tac. Bon, c'est bien, c'est sympa. Donc là, il me dit, vous pouvez déjà créer la page About. Eh bien, on va prendre la page About. On va prendre le fichier MD. Alors pour les fichiers MD, c'est les fichiers Markdown. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de Markdown, c'est de s'abstraire de la mise en page d'un contenu. Quand vous êtes sur Word, Excel, plutôt Word ou un équivalent, vous êtes obligé de mettre les titres, mettre la mise en page, les gras, etc. Et tout ça, c'est bête, parce que normalement, vous faites un document, il devrait avoir la même mise en page chaque fois. Donc le Markdown, ça permet en fait de dire, chaque fois que je mets par exemple 2 dièses avant un texte, ça veut dire que c'est un titre de second niveau. 1 dièse, un titre principal. 3 dièses, un titre de 3e niveau, etc. Vous avez d'autres systèmes pour faire des listes, avec des tirets, etc. Donc c'est du fichier texte ASCII à l'ancienne, pour pouvoir faire du texte qui va être converti et mis en page de façon et traduit en HTML. Voilà. Donc vous allez le voir, ça va se faire assez facilement. Donc là, par exemple, typiquement, là c'est un titre. About page, etc. Donc j'ai un petit texte pour ça. Tac. Hop. Je vais mettre hop. À propos d'ADD. Tac. Voilà. Bon. Donc là, il me dit c'est bon, nanana, et vous devez normalement avoir une page About. On va le tester. Yep. Parfait. On a une page avec un titre. Non, on se calme, on se calme. Gardez votre hystérie pour la fin. Alors, hop. Là, on est déjà, vous voyez, ça va vite, hein, on en est à la moitié déjà de la doc. Hein. On est déjà à la moitié. Donc là, maintenant, il parle d'include. L'include, typiquement, ça permet de dire, vous avez votre template, donc qui contient le haut de la page, le bas de la page, le contenu, et dire par exemple que la partie navigation pourrait être un fichier externe, un autre fichier, parce que ça permet de le maintenir plus facilement, pour pouvoir rajouter des éléments dans le site, dans le haut du site. Donc, il vous conseille de créer un dossier include. Hop. Et là, il donne un conseil de créer une navigation, un fichier navigation.html. Bon, on va s'exécuter, on est gentil. Tac. Et il place ceci. Une navigation qui contient la page d'accueil et
la page à propos. Tac. Alors, merci la tabulation automatique. Hop. Donc, là, après, il me dit qu'il faut modifier le fichier de layout, donc on a vu précédemment, dû rajouter la navigation dans le body. Bon, on va prendre le layout, qui est juste là, et lui rajouter l'include du body, de la navigation, pardon. Ok, donc là, normalement, il me dit, vous pouvez retourner à la page d'accueil, vous verrez, vous aurez votre navigation. Hop. Parfait. J'ai ma page d'accueil et la page à propos. Tout ça. Donc, c'est fait assez rapidement. Après, il me dit, bon, bah, c'est un peu chiant parce que là, on ne sait pas quelle page, quel onglet on est activé là. Quand j'appuie ici, je ne sais pas si je suis sur la page à propos ou la page Home. Imaginez-vous, quand vous êtes sur un site WordPress, etc., c'est généré par le CMS qui sait quel bouton vous avez cliqué, il sait que la page correspond à la page que vous avez consultée, donc il va changer le CSS, sur le style de l'élément. Le bouton, il va changer. Donc, pour faire ça, bah, vu que là, on est sur du site statique, donc on doit simuler cet effet-là, ou du moins le créer à l'ancienne. Donc, on peut mettre des conditions dans le template, dans la mise en page, pour dire, bah, si tu es sur telle URL, la page que tu auras générée, tu vas enregistrer le fait que ce bouton-là sera marqué comme activé. Donc, on ne va pas se faire chier, on va copier le code parce que j'ai pas envie de me faire chier. Il faut regarder un petit peu normalement. Mais bon. Exactement. Mais tu vas voir, ça va. À la fin, on va enrichir. Là, on fait juste le tutoriel d'intro. Voilà. Donc là, bam. Oh, on est sur la page d'accueil. Bam, on est dans la page à propos. C'est beau la vie. Bon, on est déjà à la 5e page, 6e page. Alors, ça va vite. Donc, vous voyez, ça va très vite pour créer un site. Hein. Donc, là, il parle qu'on peut faire des fichiers de données. Alors, les fichiers de données, ça permet en gros de mettre, donc il prend en charge le fichier YML, JSON ou CSV. Dans le cas d'usage là qu'ils mettent, c'est vous pouvez créer un fichier YML qui contient la liste de vos pages. Donc c'est plus agréable à utiliser que de chaque fois créer tous les éléments du menu. Imaginez-vous, si chaque fois je dois créer ça, c'est un peu chiant. Ça commence à être casse-couille. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'il y a juste à faire un fichier YML où on liste le nom de la page, le lien, et lui va générer le code HTML pour la navigation. Donc, vous voyez, petit à petit, on commence à rajouter des couches. Donc, je vais créer un petit fichier navigation.yml dans le dossier data. Hop. Donc, on va l'appeler navigation.yml. Je vais mettre ces pages-là. Hop. Donc, jusqu'à là, on est bon. Et après, il me dit, bah, modifiez votre navigation, votre template de navigation qui était à l'origine, qui contenait tous les liens faits à l'ancienne, avec une boucle. Alors, si vous regardez bien, ici, vous avez une boucle qui dit, je prends chaque fois un item de la collection qui s'appelle navigation, qui se trouve dans le dossier data. Donc, navigation, qui se trouve ici, dossier data. Voilà. Et donc, chaque fois, il va boucler tous les éléments qui vont se trouver dans le YML, donc le premier, le deuxième, pour générer l'HTML ici, etc. Et en plus, il va s'occuper de mettre un if pour dire que si la page vue correspond au lien. Parfait. Donc j'enregistre, je retourne sur le site, je rafraîchis, rien n'a changé. C'est ce que je voulais. Donc là maintenant, tout est automatique. Bon, hop, on passe à la partie intéressante. Parce que c'est bien d'avoir un site qui commence à devenir dynamique, pas du moins dynamique, qui commence à changer en fonction des événements qu'on fait sur le site. C'est quand même mieux de le rendre joli. Donc, on va essayer de faire des choses un peu plus sympas. Donc, Jekyll, il est fourni avec plusieurs préprocesseurs CSS. Alors, les préprocesseurs CSS, ça vous permet, au lieu de faire du CSS à l'ancienne, c'est-à-dire d'écrire votre mise en page en code CSS, vous pouvez dire importer des librairies ou tout simplement mettre des conditions, mettre des variables dans vos fichiers CSS, qu'on ne peut pas faire actuellement. Donc là, lui, il va prendre, vous pourrez pas me dire, je vais importer une librairie Bootstrap, par exemple, ce qu'on va essayer de faire après, et on va la personnaliser pour la charte graphique de ADD. Donc là, il vous conseille de créer ces dossiers-là, assets,
avec un dossier CSS, image et JS. Donc pour contenir vos fichiers CSS, images et JavaScript. Donc on va le faire encore. Alors il faut savoir que là je fais tout ça à la main. En fait je fais le pire cas d'usage. Parce que normalement on ne fait pas ça. On prend un thème, la majorité des gens prennent un thème et puis ils le modifient. C'est ce que font généralement les gens sur WordPress ou autre. Ah non. Là j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire tout à la base parce que c'est plus amusant et on apprend plus que faire des trucs toujours à copier le boulot des autres. Hop. Donc là il me donne le cas de Sass. Vous pouvez utiliser voilà, des styles en ligne directement. Donc par exemple là il va mettre la classe actif. Il modifie, si vous regardez la navigation, ici, il met du style en CSS à l'ancienne, red, pour dire que le bouton est cliqué, ou la page est active. Là, on peut dire, à la place, vous pouvez utiliser une classe CSS, ce qui est plus agréable, parce que comme ça, on pourra modifier la mise en page comme on veut à l'avenir. Alors, pour des raisons d'évolutivité, je ferai le changement plus tard, après, vous allez voir. Je spoil un peu. Donc, il me propose de créer un fichier style.css dans le dossier CSS. Donc, on va le faire. Style.css, CSS. Ça commence à devenir un peu très difficile. Hop. Hop. Je fais que des copier-coller. Hein. Vous avez vu, c'est vraiment du beau boulot. Hein. Pourquoi il y a les 3 tirés? Alors, les 3 tirés, c'est pareil. C'est dans tous les fichiers, comment dire, Jekyll, tu peux mettre des variables. Ou des commentaires. Donc, ouais, non, c'est mettre des variables dans les variables de SCSS. Ouais. Ça s'appelle enculer les mouches, mais c'est pas grave. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Alors, pour mettre tous les infos de Sass, donc pour tout la mise en page que vous pouvez faire avec Sass, vous faites dans un dossier SASS ici. Donc là, on va créer le fichier main. Oups, non. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le dossier style, il importe le fichier main qui se trouve dans le dossier SCSS. Il se trouve ici. C'est bon, vous suivez parce que je commence à être un peu... je suis tout le tutoriel. Donc vous avez vu, je fais que suivre le tutoriel. Pour l'instant, vous pourrez tout refaire chez vous assez facilement. Donc là, il me dit, mettez dans le fichier CSS ce CSS. Je commence à fatiguer, moi. Il m'énerve la tabulation là. Hop. Donc on va voir le résultat. Bon, ça ne marche pas comme je veux. Qu'est-ce qui se passe? Il met bien le style CSS concurrent, mais il ne met pas la couleur. Alors que se passe-t-il? On va faire un petit truc. On relance. Et si c'est pas bon, c'est qu'il y a une couleur. Ah bah oui, j'ai pas inclus le fichier CSS. Je suis bête. Oh. Voilà. On fait du CSS sans y penser, quoi. Tac. Bim, c'est vert maintenant. Hop. Quoi? On n'a pas vu où c'était vert. C'est des trous. Ah d'accord. Incroyable. Je le refais encore? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, mais attendez, là c'est juste pour faire voir la notion qu'on peut commencer à personnaliser, qu'on peut inclure des éléments, on peut mettre des ifs, des boucles, et qu'après on peut aller beaucoup plus loin. Et là après ça va monter crescendo. Allez. Attends, je peux te couper une seconde? Oui. D'accord. Tu peux. À la fin. Ça veut dire que Jekyll embarque directement avec CSS. Oui. Et qu'il le build automatiquement, etc. Oui. Tout ça, il n'y a pas aucune configuration à faire. Oui. C'est merveilleux. Oui. C'est tout, c'est out of the box, comme on dit. Et là, en plus, quand j'ai créé le site, là, je l'ai fait juste en créant un dossier, et j'ai tout créé la structure de dossier une après l'autre. Alors, il existe, on peut soit partir d'un thème, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut soit partir aussi d'une version blanche, vierge, ou qu'il inclut une partie des choses. Mais vu que j'aime bien me rendre compliquer les choses, je pars de zéro. Voilà. Et voilà. Là, après, comme Jekyll, il est fait aussi pour faire des sites, du blog, comme WordPress. Donc, vous pouvez faire du blogging avec Jekyll.
Et là, l'avantage, c'est que ça prend tout son sens. Parce que vous êtes à l'autre bout du monde en train de faire votre petit fichier Markdown de votre petit article de presse ou autre. Vous faites sur votre ordinateur votre petit fichier Markdown, vous le pushez sur votre dépôt GitHub, hop, lui il s'occupe de tout générer et vous aurez la mise en page du site qui se fera automatiquement. C'est pas mal. Hein. Donc, c'est plus que magique. Et là après vous allez voir après, ça monte. Donc là il conseille de faire un dossier post. C'est parce que GitHub embarque en fait un Jekyll. La question là, ça sera pour après. Ça va arriver. Je vais y répondre. Je vais y répondre et justement, on va faire un truc un peu différent et pour voir qu'en fait, ça soxe un peu. Alors, vu que je suis flemmard, j'ai déjà préparé des fichiers Markdown, hop, pour mettre dans mon dossier post. Donc, parce qu'il conseille que dans le dossier post de votre site, vous mettez des fichiers Markdown. Donc, par exemple, là, il crée un fichier l'année avec le banana, si vous aimez les bananes, voilà, tant mieux, et avec le layout, parce que vous pouvez faire des layouts différents, et l'auteur du post. Voilà. Donc là, bon, il dit ça ressemble au fichier about.md, qui utilise un layout différent. Mais vu qu'on appelle un layout différent pour ce post, on va créer le layout pour les posts. Donc, on va créer, hop. C'est bien, vous allez être dégoûté de Jekyll avec ce que je fais, parce que vu que je vous le fais en mode à l'ancienne, vous verrez en fait exactement comment tout recréer, ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude. Alors, on va aller voir peut-être maintenant. Sans doute, il aura fait un truc qui s'appelle post. Ou pas. Non, pas encore, il n'a pas créé encore. Je vais trop vite. Parce que maintenant, il faut faire une page qui va montrer la liste des articles. Donc, il conseille, parce qu'il faudrait plutôt, on a plusieurs posts maintenant, on n'en a qu'un, mais on en a avoir plusieurs dans le site, de lister tous les éléments de posts qu'il y a sur le site. Donc, on va faire un fichier blog qui se met à la racine, blog.html. On l'appellera, à terme dans le site, il va s'appeler event, ou événement. Parce que vu que nous, on fait pas des posts de blog, on fait plus des événements. Hop. Donc, hop. Je vais tricher. Voilà. S'il y a des fautes, c'est pas grave, vous pourrez faire des pull requests. Tac. Alors là, il va automatiquement prendre le layout default, mettre un titre de page, le title de la page événement, il va mettre un H1 et il va lister tous les posts qui se trouvent dans le dossier post, juste ici, en leur mettant un lien vers l'article. Donc j'enregistre. Hop. Donc là, il donne tout un tas de cas. On peut mettre des paramètres, des machins. On va rajouter dans la navigation le blog. Donc navigation YML. Hop. Et vu que je vais mettre événement, parce que là, je vais mettre à propos. Tac. Ah, hop là. Je fais des bêtises. Hop. Et voilà, on a déjà les posts. Bon, c'est bien. Alors, bon, il dit il faut en créer d'autres. J'ai pas envie d'en créer d'autres. Pour l'instant, j'ai la flemme. Donc, je vais peut-être en poster un, mais bon. Pour l'instant, on n'a qu'un seul événement. On passe à la suite. Mais si on en aurait un, ils auraient automatiquement été listés. Alors, là, on passe à la dernière partie. Je crois, si je ne me trompe pas. Tout en bas, c'est le 9. Avant-dernière partie. C'est bien, j'ai fait en 15 minutes le site. Un peu moche quand même. Quoi? Un peu moche quand même aussi ton cas. C'est vrai. Mais j'avais dit en 1 heure, hein, donc je suis qu'à 15. Il reste encore 45 minutes. Ça, c'est on ira voir un coup. Donc, il introduit aussi la notion de collection. Alors, on a parlé des datas, et là, les collections, c'est ce qui permet en fait de prendre des données qu'on peut rattacher à d'autres. Exemple, vous avez des différents auteurs sur le blog. Vous les listez dans un fichier, vous mettez un fichier à la racine config.yml et vous dites que le fichier auteur, c'est une collection. Et donc, quand vous allez mettre sur un post auteur de points, par exemple Camille, eh bien, il va automatiquement aller chercher les infos, lui rattacher, par exemple, il a son compte Twitter, son compte Facebook, etc.
son compte Pornhub ou autre, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il fait dans les soirées. Je savais pas que ça avait fuité, ça. Quoi? Je savais pas qu'il avait fuité mon compte Pornhub. Ben ça, c'est ton problème. Bon, on va sauter cette partie-là, parce que on n'en a pas un besoin immédiat. Mais là, il vous donne des exemples que vous pourrez faire une collection avec le nom court, le nom long, son poste, le descriptif de la personne. Et après, automatiquement, quand vous allez rattacher vous pouvez même aussi faire une page qui va lister tous les auteurs. Et après, les rattacher quand vous allez faire après votre un peu plus loin, je crois que c'est un peu plus après. Voilà, quand vous allez faire votre... On descend. Voilà, encore. Bon, quand vous allez faire votre post, vous pouvez après la rattacher. Là, ils ne l'ont pas montré, c'est dommage, mais c'est pas grave. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, il dit comment le déployer. C'est plutôt cool, on peut le déployer le site maintenant, on peut le mettre en ligne. On peut mettre en place le magnifique site d'ADD. Ouais, on peut mieux faire. Donc, il conseille de créer un fichier Gemfile à la racine, ce qui est un peu qui contient toutes les dépendances du projet. On va faire ça. Hop. On va mettre ce qu'il dit, parce que je suis bête et méchant. Hop. Tac. Après, il dit, bon, ben voilà, vous pouvez faire un bundle install quand vous aurez fait ça. On va faire ça. Tac. Bam. C'est bon, ça marche. Bon, il aurait généré un gemlock. C'est bon. Gemfile lock. Vous pouvez faire un install à nouveau. Et quand vous voulez servir le site, le voir, vous avez juste à faire ceci. Prévu, c'est bon. Donc après vu, ça n'a pas bougé. Waouh, quelle activité. Et là, il y a toute la notion qui est super puissante de Jekyll, c'est les plugins. Donc vous pourrez après rendre encore des choses encore beaucoup plus puissantes sur l'usage de votre site. Exemple, sur un site statique que vous faisiez sur Dreamweaver ou à l'ancienne, ou sur votre WordPress, etc., vous ne générez jamais le fichier RSS. Vous ne générez jamais le sitemap XML pour Google. Vous ne générez jamais les méta. Et bien là, ils incluent des plugins, merci, qui permettent de générer ça automatiquement. Donc, pareil, je vais encore copier-coller, hein, décidément. Je vais mettre ça comme compétence sur mon CV. Tac. Hop. Donc, normalement, si je fais un petit CTRL-C, un petit bundle install, tac, je relance. Première vue, rien n'a bougé. Mais si je vais aller voir le site généré, eh bien, je découvre qu'il y a un fichier, un fichier RSS qui a été généré, un sitemap pour Google qui contient la liste des pages qui peut crawler Google. Et il m'a sans doute fait aussi, alors normalement, vu que j'ai un autre module qui s'appelait, j'ai tellement copié-collé que je ne me rappelle même plus ce que j'ai mis, et il peut intégrer aussi SEO tag. Ah, ça c'est pratique, on va aller voir ce qu'il propose. Hop, à première vue, il permet en fait automatiquement de générer des méta pour Google, pour Twitter, pour Facebook. Quand vous postez un truc des fois sur Facebook ou Twitter, vous avez automatiquement l'image maintenant qui se poste toute très bien là, avec l'image de votre post, etc. Parce que tout simplement, ils ont mis des méta qui s'appellent les Open Graph, qui permet automatiquement de récupérer le fichier image principal qu'il faut mettre en page, le titre qu'il faut qu'il s'affiche, et l'URL canonique, etc. Et lié aussi à votre application Facebook si vous voulez avoir des statistiques sur les posts, les partages que vous avez sur vos articles. Donc déjà, c'est pas mal. Alors que quand vous êtes sur WordPress, la majorité des gens ajoutent le plugin Yoast SEO, là. Ils ajoutent tout ça, tout le monde l'a. Je vois des sourires, donc ça me fait marrer. Ça veut dire que vous l'avez dans votre module, dans votre site. Là, vous n'avez pas besoin. C'est fait automatiquement. Et après, comme je vous disais, avec les collections, vous pouvez après lier les infos. Donc par exemple, dire quand vous avez posté un article Markdown, vous mettez author et que la personne a le même nom, et bien automatiquement, ça va mettre ces noms des réseaux sociaux. Pas mal. Et après, on peut lister sur le site tous les auteurs du site en même temps. Donc, on est sur du référencement à 100%. Là, le site, il se fait référencer comme il veut, quoi. Il dit « Ah oui, ah oui, ah oui ». Désolé, c'était juste une parenthèse mal fortuite. Donc, on continue. Là, il y a le sitemap. On retourne dans le default. Il recommande de rajouter ceci. Eh bien, on va le faire. Dans le layout, default,
on va rajouter, hop, automatiquement, là, il va me rajouter l'URL pour que je puisse m'abonner au flux RSS du site, pour être tenir informé de tous les événements d'ADD. Et là, les méta adaptés. Donc, hop, si je fais afficher le code source, j'ai automatiquement le flux RSS qui a été mis et les différents méta. Et aussi celle en Open Graph pour tout ce qui est nécessaire. Bon, là, il y a des choses à changer parce qu'il met en anglais, etc. et d'autres paramètres. Parfait. Donc là, on est prêt pour Google. Après, là, il me parle de notion d'environnement, mais on n'est pas sous Windows, donc on n'en a pas besoin. Déploiement, etc. Et bien maintenant, on va déployer le site. Et bien, c'est fait. Alors. Oh, merci. Merci. Merci, committon. Concomitant tout ça. Voilà. Je vais faire un truc du mal. Vous avez rien vu. Si. Ah oui, il n'y a pas de Gitignore. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de Gitignore. Alors justement. Si, j'ai clone. J'ai clone. Non, mais j'ai fait un. Déjà, j'ai prévu des petits fichiers que je voulais rajouter par précaution. Parce que. Tac. Ça, c'est. Oh, il me fait chier. Il fait chier, Mac. Ouais, non, mais je sais. C'est le mal. Ah, désolé, je fais de la merde, mais c'est pas grave. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, variable, ça on verra plus tard. Bon, pour le Gitignore, il était déjà, normalement, vu que j'ai fait un clone. Donc je vais refaire un git all. Aïe. Allez, on va pas se faire chier. First commit. Ça passe. Quoi? Voilà, ça sera le prochain, il s'appellera second. Donc, si je retourne sur le dépôt, si je veux bien trouver l'onglet, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Le site est là. Waouh! Mais bon, il n'est pas en ligne. Alors, pour le déploiement du site, il existe plusieurs choses. Soit vous générez le site, vous récupérez le fichier, le dossier underscore, et vous le postez sur votre petit hébergement classique chez OVH ou autre. Et c'est bon. Votre site est en ligne. Mais bon, c'est un peu chiant parce que chaque fois, il faut le générer sur votre ordinateur et l'envoyer chaque fois. En gros, on perd tout l'intérêt d'avoir un outil simple. Et en plus, on a Git. On se dit, mais putain, c'est quoi ces conneries? Et donc, vu que le créateur de Jekyll, c'était le mec quand même de chez fondateur de GitHub, on va dire qu'il avait peut-être un petit sous-texte derrière, tu vois. Et donc, ils ont inventé un truc qui s'appelait, je ne sais plus, GitHub Page. Alors, le principe de GitHub Page, c'est vous committez votre site, comme je viens de le faire. Vous allez dans les réglages de votre dépôt, donc par exemple Settings. Vous allez dans Options, tout en bas, GitHub Page. Vous définissez la branche et c'est parti, le site est en ligne. Parce qu'ils vont le générer, il y a un bot qui va tourner, il va générer le site, il va tout le faire et hop, c'est fini. Chaque fois que vous ferez un commit dans le dossier post, bam, il va tout être régénéré. Donc vous rajoutez votre fichier article. Bon, GitHub Page, il est bien, mais il n'est pas top. Parce qu'il ne propose pas certaines fonctionnalités. Par exemple, si vous voulez rajouter un formulaire sur votre site, si les gens veulent vous contacter, comment vous faites? Et ben là, l'avantage, c'est que vous pouvez pas le faire. Vous êtes obligé de mettre le lien à l'ancienne, le mail to, pour que les gens ouvrent leur client mail. C'est caca. Hein, donc, bam. Donc, il y a une autre boîte qui s'est créée qui s'appelle Netlify. C'est pas Netflix, c'est Netlify. Alors le principe, c'est le même principe que GitHub Page, mais en mieux. Qui propose en plus de HTTPS, qui propose de pouvoir vous intégrer, en plus pas qu'à GitHub, avec GitLab, Bitbucket et votre projet à vous, de pouvoir dire les différentes branches, et surtout, un truc qu'on va faire voir après, qui est pas mal, c'est pouvoir faire des pull requests et voir le site comment il s'affiche, si les gens font les modifs, etc. Alors, il propose aussi d'autres fonctionnalités, comme, alors je vais peut-être aller dans le mauvais dossier, hop, donc
la possibilité d'avoir de l'HTTPS, de voir les previews, d'avoir du cache, etc. Surtout, de pouvoir coupler avec du AWS Lambda. Donc si vous faites un petit peu de l'AWS Lambda, je vous laisserai regarder parce que ça, j'en ai rien à faire. Et surtout, les formes. Ça vous permet de proposer un formulaire sur votre site, que les gens le postent et que ça vous envoie un petit mail pour vous dire « Hey, quelqu'un vous a envoyé un message ». C'est pas mal ça. Donc, on va aller créer le site. Donc là, j'ai déjà créé un compte. Au passage, parce que je n'avais pas envie de me payer la config DNS, j'avais déjà préconfiguré le DNS, mais je vous montrerai après. Donc là, je fais créer un nouveau site depuis Git. Je vais prendre mon compte GitHub. Il me demande l'autorisation, il est déjà autorisé. Il me demande de choisir la team. On va choisir que le dépôt. Bam. Puis je me donne tous les accès. Installe. Le petit mot de passe. Tac. Bon, le site est là. On clique dessus. Il me demande la branche. Bon, après, il fait juste dès qu'il build. Il prend le dossier. Après, ça me va. Deploy. Voilà. Donc, on va aller configurer le reste parce que c'est quand même un peu plus chiant sinon. Déjà, il a un nom de merde déjà. Oui, je sais que je jure un peu parce que là, c'est un peu. On va lui donner un petit nom sympa. Change name. Hop. Tac, c'est fait. On peut régler d'autres choses. Bon, on va lui mettre peut-être un. On va aller retourner à voir où il en est. Le site était en cours de déploiement. S'il veut bien se dépêcher. Toujours pas. Bon, il est en train de tout faire. Tout faire pour nous. C'est beau la vie. Ah, le site est en ligne. Bam. Donc, première vue, le site est en ligne. Non mais attendez. On a une adresse de merde, hein. Je vous précise, hein. On a une adresse de merde, hein. Bon, il est déjà en HTTPS, donc ça c'est classe. Mais par contre, attention à la sécurité, hein. Par contre, le problème c'est qu'il est en Netlify, donc ça m'emmerde un peu. Donc, on va rajouter le nom de domaine de Ardèche DromDev qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. Heureusement que personne ne l'a pris. Hop. Si je ne me suis pas trompé, Ardèche DromDev. Tac. Il manque de E, non? Ah oui. Hop. Alors, il faut savoir que j'avais prévu le coup, hein. J'avais préconfiguré le nom de domaine. Ardèche DromDev, je lui avais déjà donné le CNAME, le www vers Ardèche DromDev, d'où pourquoi j'ai changé le nom du site. Voilà. Et l'IP principal aussi. Voilà. Si tu as mis de toute façon l'IP en champ A sur la racine, pourquoi tu n'as pas mis ardèchedromdev.com sur le 3W en CNAME? Attends, tu vas me dire quoi? J'ai pas entendu. Comme de toute façon sur le champ A, tu as mis l'adresse IP du service externe, pourquoi sur le 3W tu n'as pas mis plutôt ardèchedromdev.com? .com. Je comprends pas. Bah, ici, tu as mis ardèchedromdev.com. Ouais. Du coup, tu aurais pu mettre juste ardèchedromdev.com. Non, il n'existe pas le nom de domaine.com. Non, c'est quoi? Ah, pardon. Non, bah non, il ne peut pas pointer sur lui-même. Ah, je dirais oui, je pourrais. Alors en fait, oui, je préfère faire comme ça parce que l'avantage de faire avec ce système-là, le CNAME, c'est que le site pourra être disponible en IPv6. Et bim. Voilà. Donc là, normalement, si je vais sur Ardèche, j'ouvre un onglet Ardèche DromDev, le site est en ligne. Par contre, c'est plus HTTPS. C'est plus HTTPS. Alors, pour le HTTPS, hop. Voilà. Le HTTPS sera activé d'ici quelques heures. Désactive, tu vas te ruiner. Désactive. Bon, le truc, c'est que le problème, c'est que maintenant, le site n'est pas terrible, il n'est pas beau. Il est en ligne, mais il n'est pas beau. Et en plus, on veut voir d'autres choses. Donc, pour l'instant, on va faire un autre truc. Parce que c'est pour avoir un peu le workflow qu'apporte Netlify. C'est-à-dire, on peut travailler à plusieurs
sur un site, en même temps, simultanément, etc. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent sortir leur ordinateur, cloner le dépôt d'Ardèche DrumDev, et Mathieu, j'espère que tu l'as fait. Alors, si je vais dans le dépôt, tac, vous avez en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le dossier post qui contient la liste des posts du site. Donc actuellement, ce post-là. Voilà. Nanana, ce soir, on va créer la. Là, oh, je vois que quelqu'un a fait un pull request. Mais qui est-ce? Mathieu. Ah. Refuse. Alors, il a rajouté qu'il a posté ce truc. Ok. Ok. Bon. Et l'avantage, c'est qu'une fois couplé avec Netlify, je peux voir le site. Je peux voir le site. Alors, attendez. Alors, en fait, déjà, je vais vous faire voir ce qu'il a rajouté. Il a rajouté dans son commit un fichier Markdown qui rajoute le post de juillet, parce que c'était lui qui l'avait fait. Ah non, c'était Vincent. Oh, merde. il a rajouté un... Quoi? Il manque l'auteur. Oui, mais ce que je dis pas, on l'a pas fait. On l'a pas fait, je te rappelle. Donc, bon, est-ce que son travail est bien fait, Mathieu? Il a mis un fichier Markdown, mais je suis pas sûr, quoi. J'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, parce que vu que je suis pas un codeur, moi, je veux voir son site. Donc, je vais voir. Ah, bah tiens, je peux voir. Voilà. Bon, après un vue, je peux voir son article. Le titre est pourri parce que il n'est pas rendu comme titre le titre. Quoi? Vas-y, il y a 2 ans. Et égal, là c'est censé être des titres. Non, c'est pas le titre. Ça, c'est juste. C'est pas un titre. Le titre, c'est celui-ci. C'est pas grave. C'est juste là, c'est une connerie que j'ai. Quand je t'ai fait le Markdown, c'est moi qui fais une connerie. Donc, je te. Non, c'est très bien. Voilà. Donc, bah. Vous voyez, ça fait une URL avec marqué deploy.preview, donc ça permet de faire plein de modifications. Tout le monde peut modifier le site, tout le monde peut rajouter des articles simultanément avec différents pull requests et après valider et automatiquement tout émerger à la fin. Et le site est en ligne automatiquement. Donc, si je décide que son taf il est bien fait, parce que finalement Mathieu il fait plutôt du bon boulot, eh bien je vais dire, ben, je suis d'accord. Allez, hop. Donc là, hop. C'est émergé dans la branche master. Et non, tu l'as mis dans une autre branche, Mathieu. Attends. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit de bêtise. Donc, si je vais sur le site, c'est déjà en place. Vous voyez, ça permet en fait de faire tout un tas de modifications. Bon, on a quand même un site pas terrible maintenant, il n'est pas très joli quand même, franchement. Donc, on va peut-être faire un truc là. On est dans la partie, on va mettre des poneys et des licornes. Il me reste encore 20 minutes pour rendre le site joli. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, on a un site qui est comme. Alors, je reviens sur le site en local. Ça ressemble à ça. Bon, on va pas se faire chier. On a une librairie qui marche bien, qui s'appelle Bootstrap, qui va mettre des sites jolis, pour pas grand-chose. Désolé, hein, pour ceux qui connaissent un peu là, ils vont déjà vu. Alors, tac, je vais faire un peu tout ça. On va améliorer le template, parce que tout ça, c'est bien beau, mais il veut bien. Il n'y a pas un bouton pour tout fermer, là? Ouais, peut-être clic droit, un truc comme ça. Alors, bon, à première vue, j'ai envie de mettre Bootstrap. Comment on peut l'installer? Ah, il y a un Ruby Gem. Alors, Gem, c'est l'équivalent pour rajouter les librairies externes. Donc, bah, je vais rajouter ça. Et normalement, il dit je peux le rajouter dans le nom fichier Gemfile. Et ben, je vais rajouter ici mon Bootstrap. Donc, j'ai plus qu'à relancer mon bundle install qui va retélécharger ce qu'il faut. Donc là, après un vue, il a téléchargé Bootstrap, là, bam, il me l'a mis. Tac. Alors, bon, maintenant j'ai mon Bootstrap. J'ai peut-être envie de rendre joli mon site. Alors, comment je peux m'y prendre? Mais vu que j'avais déjà écrit certains trucs, j'ai pas envie de m'embêter. Alors, on peut créer de plusieurs façons. Ça c'est fait. Alors, juste que je rouvre le truc pour être sûr que c'est bien le bon fichier. Ouais, hop. Donc, il y avait un fichier main. Je vais le remplacer
Parce que j'avais déjà écrit certaines parties, parce que sinon je me suis dit, on va rester jusqu'à 4 h du matin ici, donc ça va faire un peu beaucoup. Donc, là, avec SAS, vous pouvez inclure d'autres fichiers. Donc, vous pouvez inclure d'autres fichiers, et après, par exemple, là, on va prendre Bootstrap, on va le personnaliser. Donc, j'avais déjà écrit des fichiers tout faits. Hop. Tac. Alors, j'ai fait un fichier, main.css, qui importe un fichier variable et un fichier Bootstrap custom. Alors, pourquoi? Parce que, alors, Bootstrap, c'est un framework CSS, il inclut tout un tas de fonctionnalités. Si je vais ici, vous pouvez faire, par exemple, tout ce qui est bouton, la grille, le reboot CSS, etc. Il y a énormément de choses. Par exemple, vous avez des systèmes d'alerte, vous avez des boutons déjà préformatés, avec des classes. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Donc, j'ai pas envie de réinventer la roue, parce que là, pour l'instant, j'ai fait que du copier-coller, et je veux continuer dans le copier-coller, parce que j'aime bien faire du copier-coller. Eh bien, j'ai fait un petit fichier, ici, qui contient toutes les variables de Bootstrap. Parce que Bootstrap, on peut le personnaliser, lui changer ses couleurs. Parce que de base, il est juste blanc et bleu. C'est un peu standard. Donc j'ai mis les couleurs de ADD, donc du gris et du gris. Voilà. Il y a un petit peu de bleu là, c'est un petit bleu gris. Un petit bleu gris avec une petite tendance. C'est le bleu de PHP, mais ça, j'ai rien dit. Et en fait aussi, Bootstrap, par défaut, il inclut énormément de choses. Il inclut le truc, je crois qu'il fait 100 kg, un truc comme ça. Donc on aime bien les sites légers qui se chargent comme ça, même sur une connexion RTC chez Mamie du Cantal. Donc l'avantage, c'est que là, on peut dire « je ne veux pas certaines choses ». RTC, c'est terminé. C'est pas encore terminé. C'est juste la souscription qui est plus possible. Voilà, ben on ne sait jamais, c'est des Égyptiens qui vont consulter le site d'ADD, ils sont contents. Ou même, tu es au fin fond tu es en GPRS, tu vas pouvoir consulter le site d'ADD. La classe, hein. Sur Apple 2. Hein? Et en plus, après je vous parle. Il y a pas ça dans le Cantal, mais à chaque maison, moi j'ai une connexion internet qui est vraiment pourrie. Eh bien, vous serez content. Eh bien, là, vous pouvez, en fait, j'inclus qu'une partie des choses. Par exemple, toutes les fonctions de base de Bootstrap, par exemple, tout ce qui est le reboot, les images, la gestion du code, de la grille, des tableaux, des formulaires, des boutons, des transitions. Mais je n'ai pas besoin du drop-down, je n'ai pas besoin des boutons qui se regroupent, je n'ai pas besoin de certains trucs, les paginations, les badges, les jambons-trons, les alertes, les progress, machin. Je commente. Donc, j'ai commenté, comme ça, mon fichier CSS va être plus compact. Bam. Alors, voyons voir. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors peut-être parce qu'il a planté, parce que j'ai fait des modifications sans lui faire trop de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Fichier CSS. Ah, il y a un fichier style qui importe un mauvais truc. Ah, là, je commence les conneries. Hop. Asset. Non, c'est pas le bon truc. Hop. Main. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il ne connaît pas Bootstrap Function. D'accord. OK. Bon, ça veut dire qu'ils ont peut-être changé un truc dans Bootstrap. Ah, il commence directement dès le premier. Sympa. Pourquoi? Eh bien, on va abandonner. Non. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, je vais regarder ce que j'avais fait avant. Alors, je vais juste... Tac, aussi peut-être récupérer ça. Alors, j'avais écrit un fichier YML qui contient la configuration du site. Vous pourrez définir sur votre site le fichier config.yml. Vous pouvez définir le nom, l'adresse email, la description, une URL de base. Par exemple, quand il va générer le fichier RSS, le fichier sitemap, par défaut, il ne sait pas quel nom de domaine il est. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut créer des variables pour pouvoir après automatiquement que toutes les données soient modifiables. Par exemple, si du jour au lendemain, on change l'adresse email partout, bam, on l'a mis dans ce fichier config. Hop. Alors, pourquoi lui, il ne veut pas faire mon truc? Il n'a surtout pas envie. Il n'arrive pas à trouver asset. Eh bien, c'est la loose. Je suis très déçu de moi-même. Et je quitte définitivement la vie de développeur. Je suis comme une merde, là.
Eh ben, c'est ce qu'on fait quand on finit comme ça, c'est... Eh ben tant pis, il trouve pas Bootstrap. Il n'arrive même pas à trouver Bootstrap. Donc, je vais essayer de faire un essai. Non, non, il n'a pas besoin. Normalement, il le trouve. Il est général. Mais je crois, pourquoi savoir, il le fait, c'est que je l'ai eu l'autre jour. C'est quand je le mets là, je l'ai fait trop vite, c'est là qu'il faut le mettre. C'est ça, voilà. Désolé, j'ai trop vite copié-coller. Voilà. Subtilité, c'est que je l'ai collé dans la partie générale de Jekyll, et donc il n'avait pas chargé Bootstrap en tant que de composant, comme plugin en fait. Donc là, en fait, on liste des plugins de Jekyll, et là, il n'arrivait pas. Donc je vais revenir en arrière parce que j'ai fait des bêtises. Hop, non. Yep. Donc là, maintenant, si je vais voir le site, voilà, il commence à être bootstrapisé. On commence à avoir quelque chose qui commence à avoir un peu de gueule. Et bien, vu qu'on est flemmard, on va continuer dans le bootstrap, layout, on va plutôt getting started, hein, on va prendre la base. Hein. Bim. Hop. On fait encore du copier-coller. Alors, layout, default, on va copier à la fin parce que j'ai pas envie de tout coller à l'arrache parce qu'il y a des choses que je veux garder. Qu'est-ce que je veux garder? Ben, pas grand-chose en fait. En fait, non, je vais rien garder. Juste le viewport. Parce qu'il n'y a pas de viewport pour la partie mobile. Il n'y a pas les CSS, le JS, on s'en fout pour l'instant. On n'en veut pas de site avec du JS. Alors, il n'y a pas de notion d'RGPD ou autre sur le site, hein, parce qu'on n'a pas de cookies, on n'a rien du tout. Le site ne stocke rien. Donc, même pas besoin de mettre attention aux cookies. Non, on s'en fout. On n'a rien. Donc, faites-moi pas chier. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de code externe. Voilà. Voilà. Donc, ça sera 100% privacy sur notre site. Non, même pas. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire les analytiques pour... bon, bref. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, on a le base. On va peut-être mettre un haut de site. On va chercher la 9 bar. Bam. On va peut-être une petite 9 bar sympa. À quoi ça pourrait ressembler? Tiens, celle-ci, elle me paraît bien. Hop. Bim. Include, navigation. Tac. Tac. Hop. Là, je veux boucler ce truc. Donc, je vais faire X. Hop. Et là, j'ai la liste des items. Hop. Et là, il me met une classe. Il met un ELI avant. Bon, on va regarder le ELI, hein, on est sympa. Bon, mon éditeur fait n'importe quoi. Il a décidé de se faire la malle aujourd'hui. Il me fait n'importe quoi comme tabulation. Donc, après avoir vu, lui, il met hop, active. Quand le lien est actif, il met cette notion-là. Donc, si vous vous rappelez bien, il met la classe current. Donc là, je vais faire ça, X, et je colle ici avec actif. J'enlève tout le reste, parce que je n'ai pas besoin, je suis déjà dans le truc classe. Tout ça, j'en ai rien à carrer. Bon, la tabulation est à chier. Veuillez m'en excuser. Ou pas. Bon, je commence à avoir un truc sympa. On va mettre peut-être ADD. Alors, il faut savoir que je pourrais mettre directement la variable. Donc, par exemple, faire... Non, c'est pas le bon truc. Donc, normalement, c'est site. Dans le fichier YML, title. Hop. Navigation, il est passé où? Il est là. Donc, si un jour on veut renommer l'assaut, on est tranquille. Hop. Hop. Bam, 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 bam. Pourquoi la tabulation elle est un peu collée? Ça, il manque, je pense, un truc sur les liens. Il manque classe navlink. Hop. Hop. Et donc là, on commence à être pas trop mal. Mais vu qu'on aime bien faire des trucs un peu plus dark, on va le mettre en BG dark. Voilà, ça commence à coller la charte graphique d'ADD. Voilà, un peu de terminal, un peu.
Bon, il y a ça qui m'emmerde. Après aussi, j'aime bien, bien que ce soit centré. Donc là, il faut connaître Bootstrap. Hein. Si vous ne connaissez pas Bootstrap, ben là, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Voilà, hop, comme ça, j'ai plus qu'à centrer. Et le site est déjà responsive avec le... Ah, il manque le JS. Il manque le JS. Donc pour le coup, je vais racheter le JS parce que c'est quand même plus sympa d'avoir du JS. Alors, on va choisir hop. Et puis là, pour le coup, on va chercher le layout. Alors pour l'instant, on va faire appel du fichier externe. Hein. On l'incorporera plus tard en interne. Voilà. Là, le site est déjà responsive. Hop. Bon, c'est bien. On a la liste de nos trucs, on a les événements, on a un Hello World. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ah, il faudrait que les gens puissent nous contacter. Bah oui. Et en plus, Jekyll propose un format de contact. Ah ben voilà, on va pas s'emmerder. Eh bien, tac. Ah, j'avais déjà fait une page. C'est cool ça. Bam. J'avais déjà fait une page avec un layout page qui n'existe pas. Donc après un vue, je vais mettre default. Title contact. Permalink contact aussi. Nous contacter. Voilà. J'ai rajouté un petit Netlify pour que Netlify prenne en compte le formulaire. Avec un petit captcha pour la sécurité du formulaire. Hop. Est-ce que tout se passe bien? On va voir si j'ai pas fait de conneries. Il queen pas. Après oui, c'est bon. Donc, ah, mais par contre, j'ai pas l'élément dans le menu. Oh, c'est ballot ça. Tac. Alors, quelle page il a créée? Pour savoir la page qu'il a créée, elle s'appelle Contact. Bon, c'est un peu con là. Pour le coup, j'aurais préféré un autre truc là. Je vais l'appeler contact.html. On est à l'ancienne ici. Tac. Est-ce qu'il m'a régénéré? Voilà, ça s'appelle contact.html. Tac. Hop. Bon, c'est pas top, hein, parce que le formulaire, il est un peu... Mais bon, il est déjà bootstrap. Il est déjà aux couleurs. Donc, tac. Hop. Oui, je suis désolé. Oui. Merci. Hop. Ah, post not allowed. Bon, il n'a pas aimé Netlify. Bon, il faut peut-être que je regarde dans la partie Netlify s'il n'y a pas un réglage à faire. Tu es hébergé en local, sinon. Ah oui, merci. 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 Alors, on est bon. Le default, on est là. Le body, le content, on va le mettre dans un div classe container, parce que je l'aime bien qu'il soit aussi au centre. Tac. Hop. Voilà, on commence à avoir quelque chose de potable. Voilà. Bon, et ben voilà. non, on va pas faire le reste après, mais vous voyez l'intérêt, en fait, vous pouvez rapidement personnaliser un site, vous pouvez rapidement changer les contenus. Donc par exemple là, vous voyez le bouton il est gris, parce que j'ai défini que dans les fichiers variables, que le brand primary, c'est égal à ça. Donc si j'ai envie de mettre une couleur, s'il veut bien me le faire, on va mettre un FF0FF, ça nous fait un joli petit rouge bien pimpant. Un petit rose plutôt. Voilà, bam, le bouton est changé et partout sur le site. On peut tout changer en quelques minutes. Sur le site, si du jour au lendemain, on a un événement de Noël, allez, ADD aux couleurs de Noël avec des flocons de neige qui tombent. Donc, on peut le faire et voilà. Bon, est-ce que je vais aller plus loin? J'ai pas envie là, parce que je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je pense que vous êtes déjà en train de vous dire, putain, il parle. Pour faire un push. Hein? Il Il faut que je push en plus. Il faut que je pull déjà en plus. Hein? Ah, mais il faut que je pull. Ouais. Non, mais ça fait un... Attends. Je ne sais plus ce que je dois faire. Là, je suis... Non, mais je vais foutre la merde, je vais faire un pull avant. Ça, je récupère le truc. Connexion Internet. Merci. Tu sais qu'à mes Fury, Directement sur le site. Sans faire un pull request. si j'ai fait le pull request, mais je l'ai hébergé moi-même. Bon, déjà, il y a des gens qui font des bêtises, c'est le mal. Bon. Bon, bah, second commit.
Voilà, bon, on n'est pas très... Le principe, c'est que ça marche pour l'instant. Donc, pour l'instant, le site n'est pas encore déployé. Il suffit d'aller voir ce qui se passe. Il est en train de le faire. Ah, il y a eu d'autres modifications. Qu'est-ce qu'il a fait, même, Camille Baronnet? Ah, vous avez commencé à faire des modifs? Bah attends, Et ça va plus haut? bah, tu l'as mis en public. Je l'ai mis en public, oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme modif? Oh, c'est beau. C'est beau. Bon, il n'a pas encore déployé. Processing, on va voir ce qu'il en est. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, je sais, je crois. Ah, ben c'est bon, il est fait. Tac, voilà. Donc là, le site est en ligne, avec la mise en page. Donc on va faire un test aussi avec le formulaire. Donc il inclut aussi le formulaire. Je ne suis pas un robot, à ce que je cherche. Oula. En plus, il change. Ah, c'est chiant ces trucs. Merci de travailler pour Google gratuitement. Ouais. Ouais, c'est parce que t'es trop rapide là. Non, c'est sérieux, t'es trop rapide. À gauche. Alors je pense qu'il fait ça, c'est parce que vu que je suis sur une IP de téléphonie. Ah, ou alors, tu connais. Non, mais c'est pas possible. Et voilà. Alors, on n'a pas encore reçu le mail. Alors, pourquoi on n'a pas reçu le mail de... Normalement, vu que j'ai fait un formulaire, normalement, hop, il faut configurer peut-être dans les sites settings, build et deploy, je crois que c'est function. C'est dans quoi? Ah oui, merci. Tac. .org. Nanana. Bon, à première vue, ça a l'air d'être bon, mais je vois pas pourquoi. Ah, on peut l'intégrer dans Slack. C'est cool ça. Il connaît pas hier, Attends, on va le connecter à Slack, comme ça je vais reçu. Le problème, c'est sur Google, il est inexistant. Hein, donc, ah bah oui. Il n'était pas en ligne avant. Bon, bref, ça ne veut pas marcher. Camille, il y a Vincent qui fait des conneries dans les événements. Il fait des conneries dans les événements? Je vais vite bloquer ça tout de suite. J'enlève le wiki. Alors, restrict. Issue. Project, enlève les machins. On va mettre taxe, ça c'est fait. Est-ce que... Branche. Merci, vous remettez les restrictions. Merde. Bon, bref. Ah, voilà. Add rules. Tac. Protect. Merging. Hop. Merde. Bon. Bon, ben voilà. Vous avez pu voir qu'en fait, le site... Merde, il est... Dans l'événement de quoi? Non, mais il fallait mettre une date plus récente. Bon, ben voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné... J'espère que je ne vous ai pas donné la gerbe, parce qu'à force de faire des... Je vais tester la fonction revert. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'en fait, avec ce système-là, là, je vous ai vraiment fait la base de la base. Ça veut dire le truc de from scratch, de partir de zéro. Il existe, en fait, pour ceux qui veulent faire du Jekyll, mais on va dire avoir un site en place beaucoup plus joli directement, comme on peut avoir sur WordPress. Il y a des sites qui répertorient des templates qui sont prêts à usage, qui permettent d'avoir des sites vraiment très sympas, tout prêt. Out of the box, vous avez juste à faire Jekyll theme, le nom du thème, ça le récupère. Vous pouvez écraser en plus par-dessus, parce que Jekyll est pas mal, c'est que le thème n'apparaît pas à l'intérieur de votre projet, dans votre code,
il est à l'extérieur, mais si vous modifiez le fichier de template, il va le remplacer. Comme ça, vous l'écrasez. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir rapidement prendre un site d'une base et de le modifier. Vous en avez plein d'autres, vous en avez des différents styles, et on peut vraiment faire plein de sites. Et pour vous donner des exemples, la doc de Bootstrap est faite entièrement avec Jekyll. Et après, pour tout ce qui est moteur de recherche, il couple avec d'autres systèmes. Par exemple, là, c'est Algolia pour le moteur de recherche. Vous avez énormément de... Alors, je crois qu'ils ont sur leur partie... si je ne me trompe plus, là, je suis en train de m'en bourrer la tête, là. C'est sur la partie... donc, la partie plugin là qu'on a vu. Il y a... Voilà, c'est Showcase, voilà. Le site de Spotify, le site de Twitch, de Netflix, de Sketch, etc. sont faits avec Jekyll. Donc, pour vous dire, ce n'est pas un outil pour les petits, quoi. On peut faire des vrais gros sites qui marchent très bien, qui sont très rapides, instantanés, et qui évitent d'avoir la lourdeur et se faire attaquer pour des conneries. Parce que l'avantage, c'est qu'on est sur un fichier statique, donc faille de sécurité, à part de se faire hacker le FTP. Et encore, qui c'est qu'encore du FTP, et ben ça va, quoi, voilà. On a moins de risques. Donc voilà. Ça fait combien de temps que ça existe, ça? Alors on va chercher sur Wikipédia. S'il veut bien me changer le truc là, mini-série, non? Non? Ruby, comme ça on va mettre Ruby, comme ça il va me le trouver. Depuis, c'est marqué où? 2008, voilà, ça fait 10 ans. Après, il a vraiment explosé ces dernières années parce qu'il prend son sens avec tous les normes de documentation qu'on commence à créer, etc. Et c'est parfait pour les documentations informatiques parce que vous pouvez écrire vos documentations donc, en Markdown. Ça part à tous les développeurs qui aiment bien, ou même ceux qui écrivent beaucoup de contenu, faire du Markdown parce que vous avez des très beaux éditeurs comme je pense que vous connaissez. Non, on va pas taper ça parce que je pense qu'on va avoir des trucs bizarres sur Internet. Fais gaffe avec ton historique quand même. Voilà, vous avez cet éditeur-là, par exemple, qui permet d'écrire, qui est cross-platform, qui permet de faire du Markdown, qui est très joli, et après de directement exporter en Markdown pour après le mettre dans votre site. L'avantage en plus, c'est que si vraiment vous êtes flemmard et que vous n'avez même pas envie de faire un git commit et machin ou autre, vous allez directement sur votre dépôt, vous allez directement dans le dossier post, vous créez un fichier directement create new file et vous collez votre fichier, vous uploadez directement votre fichier Markdown et c'est fait. Non, c'est pas le top, mais au moins vous avez. Tu peux par exemple supprimer le dernier fichier. Alors ça, c'est pas ma responsabilité. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire, ça permet d'aller très vite, d'avoir un site statique qui va très vite aussi, et d'avoir, là, si je vais sur le site, on est où? En bois, voilà. Eh bien, si je fais une petite inspection, à part le GIF, qui je pense qui est le plus lourd dans le site. En plus, ah oui, d'accord, il y a du frame en plus. Oh putain, non, attends, je vais aller sur la page d'accueil là, c'est trop dégueu. On est sur du. Alors, il m'a mis en cache. On est à part le JS qu'on pourra réduire et enlever parce qu'il a mis jQuery et Popper qui sert à rien normalement pour le cas. On devrait être à même pas 240 kg et encore, je pense qu'on peut réduire. Et là, je ne pense pas qu'il prend la compression gzip du site. Donc, on peut vraiment aller sur un site qui s'affiche sur une connexion RTC en 3-4 secondes. Cool, on pourra coller des piments flash. Voilà. Ou des trucs en HTML5 en canvas. Voilà. Et là, c'est réellement fini. J'ai plein de questions. Est-ce que c'est possible de greffer des API du coup et de faire quelque chose de statique, d'aller lire dans des API, d'aller poser automatiquement des informations? Par exemple, je vais lire les datas qui sont sur Meetup et je mets à jour automatiquement le site. Bah, par exemple, ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, je voulais me dire, tiens, je pourrais récupérer directement Meetup à une API qui donne tous les events d'ADD, donc vous pouvez les récupérer. Tu peux le faire côté client, alors oui, alors c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Pour l'instant, c'était de le faire en JavaScript pour afficher les événements sur le site, pour avoir quelque chose où les gens pourraient directement cliquer.
Tu mettrais une data, non? Pour taper sur data. Au lieu d'avoir un fichier physique qui taperait sur. Non, là, ça sera en JS. Tout ce qui est dynamique, t'es condamné à le faire côté client. Ouais. Après, moi, pur iframe, si tu veux faire quelque chose autorer un système qui, par exemple, qui récupérait les données d'une API, bah, tu ferais un script externe, je sais pas, sur du lambda ou autre, qui récupérait et qui ferait un commit de ton fichier JSON ou qui enverrait, par exemple, tu vois, là, c'est du JSON, donc il sait comprendre le JSON Ruby. Donc rien ne t'empêche de faire un script qui check le JSON. S'il voit qu'il y a une modif, il fait un commit et derrière tout se génère. Faire ça côté client, ça me paraît mieux. Voilà. Mais pour le cas là, oui, ce serait plus facile en côté client. Là, l'intérêt de Netlify comme plateforme, c'est que ça permet d'ajouter du dynamisme. On a vu les formulaires, donc ça permet d'avoir un côté dynamique pour la prise de contact. Mais donc les AWS Lambda sur lesquels il est passé rapidement, va te permettre de dire par exemple sur telle page, je veux que ça vienne de tel Lambda, et sur une page spécifique, tu vas effectivement faire un traitement. Donc tu peux coupler une partie dynamique avec un truc statique. Mais c'est pas Jekyll qui l'offre là, c'est vraiment c'est cet outil-là qui est un petit propriétaire. Mais après, il y a d'autres plateformes, c'est pas la seule. D'accord. J'ai une autre question. Jekyll embarque SCSS de manière complètement transparente. Est-ce que de la même manière, quand tu veux faire du JS en ES6, mettre du Webpack, des trucs comme ça, comment ça se passe avec Jekyll? Alors, si tu veux faire du JS, là pour le coup, tu sors un peu de ce qui est prévu. C'est-à-dire que tu serais obligé de faire en local ton NPM, machin, tout ce que tu veux, ou ton Webpack, etc. Le compiler et de committer à l'ancienne. Là pour le coup, c'est comme ça. Après, peut-être qu'avec AWS Lambda, tu peux sans doute faire des trucs. Je pense que c'est possible de faire des usines à gaz. Après, Jekyll, il répond à un pragmatique de site qui est simple, du site statique. Pas pour des sites qui vont commencer à avoir des mises en page complexes. La question me paraissait légitime parce qu'il a embarqué SCSS, donc c'est un parti pris d'embarquer SCSS. Mais tu peux changer, hein, Après, tu vas chercher sur RubyGem. Les RubyGem, tu as tout ce que tu veux. Alors voilà. Vous pouvez après rajouter tout ce qui existe sur Ruby. Oui, bien sûr, mais du coup, tu auras quand même SCSS parce que tu ne l'as pas spécifié ou dans tes gemmes, il n'est pas pas marqué spécifié. SCSS. Il est par défaut avec ça. Mais tu peux, si tu as envie d'utiliser Less ou CoffeeScript, je crois que c'est ça, ou d'autres trucs, ou SCSS, je ne sais pas quoi, les autres noms, c'est possible. Tu peux tout utiliser. Là, par exemple, tu vois, j'ai pris Bootstrap en l'important et c'est pas de base en fait. Non, bien sûr. Et à partir du moment où tu trouves, je sais pas, par exemple, tu réformes, je sais pas, il y a un truc peut-être sur NPM. Non, mais je veux dire, c'est plus au niveau de Jekyll que c'est prévu. Genre, on utilise des chemins traditionnels, autre chose. Mais après, ça reste du Ruby, donc si tu peux, après peut-être, sans doute, faut voir après si Netlify, ça je le sais pas, mais que Ruby puisse te lancer du NPM. Oui, ou dans le sens, mais là, logiquement, il commence par du Ruby, donc voilà. Après, je pars dans les trucs. Mais... Il y a une liste de plugins, là, il y en avait 3 qui étaient montrés dans la doc, et d'autres trucs intéressants. Alors, la liste des plugins, alors, hop. Tac, alors, tu as donc tout un tas de... Alors, les plugins, First Generator, Converter. Alors, je ne sais plus où ils se trouvaient, je les avais vus, il y avait un site qui les répertoriait. Je crois que c'est là, non pop. Voilà, hop. Donc, tu en as plein pour faire des systèmes de sitemap, des redirects, des feeds, des composes. Il y en a là-dedans que tu as essayé et que tu nous recommandes? Non. Non, moi, après, l'usage que j'en ai fait, c'est vraiment pour des petits sites de 3, 4, 5 pages où je trouve qu'utiliser WordPress n'a pas d'intérêt. Quand je vois que la majorité des gens utilisent des WordPress utilisent que pour la partie page et même pas pour la partie blogging, c'est inutile. Là, je trouve que Jekyll, il est parfaitement adapté pour ces sites-là. Voilà. Le site d'ADDX, il est parfaitement adapté. Le site d'un petit magasin, le site... en gros, je sais pas, presque tous les petits commerçants que vous connaissez qui utilisent des sites faits avec WordPress, qui modifient une fois par an, aucun intérêt de les faire passer là-dessus. En plus, il faut s'occuper des mises à jour et tout, alors que là, une fois qu'il est généré, vous ne le touchez plus, quoi. Il est statique, quoi. Voilà. Une autre question, pour en revenir à la plateforme, je ne me souviens plus le nom de la plateforme qui permet de déployer, là, que tu as utilisé. Netlify. Ouais, voilà. Leur pricing, un petit peu, à quel moment ça devient payant? J'imagine que...
Alors en fait, c'est pas réellement dû au... Je me trompe pas, je crois que c'est pas par rapport au nombre de visites. C'est plus par rapport... Parce que c'est du site statique, donc ça leur coûte rien. Parce que tu pourrais très bien... Il y a des gens qui font, c'est qu'ils prennent du Amazon S3 pour publier du Jekyll. Parce que du S3, tu peux mettre des fichiers statiques ou du autre que S3. Vous pouvez utiliser du Amazon... comment ça s'appelle chez OVH j'ai oublié le nom. Swift, voilà, Swift. C'est le truc standard Swift, voilà, vous pouvez utiliser partout, chez n'importe quel autre prestataire. Vous pouvez directement publier votre site statique à l'ancienne sur ces systèmes-là. Donc avoir un site qui ne dépend pas uniquement d'eux. Également sur Netlify, on peut déployer autre chose que du Jekyll, j'imagine? J'ai pas regardé. Mais j'ai l'impression que c'est que ça. J'ai l'impression. Ils parlent que de ça. Donc voilà. J'ai du coup par rapport à d'autres outils dans le genre comme Hugo par exemple. Comment? Tu connais Hugo par exemple? J'ai vu qu'il était dans la liste que j'ai regardée parce que dans la liste des classements des générateurs statistiques. J'ai l'impression que Jekyll il écrase un peu tout quoi. Ouais, après, je connais juste parce qu'on l'utilise pour un coup. Si tu vas regarder par exemple le site de Ecto, Jekyll-OS. Ouais. Non. Et c'est tout fait. Il y a juste le petit bloc, tu vois, en bas, là, Source Activity, les onglets, juste non, là, ouais. What's new, juste au début de la page. Gauche, droite, haut, bas. Juste en dessous, là, à droite. Ça, ce bloc-là, en fait, les onglets, là, ça, c'est du JS. C'est du JS qui récupère un tourage, c'est en statique avec c'est un peu le même système avec des balises, des variables. Je suis un peu de la vieille école, j'aime bien les sites statiques parce que je trouve que ça a du sens pour la majorité des sites. Quoi. Ouais. Non, il a fait une blague, quel react. Ouais. Hop. Eh ben c'est pas mal. 1 heure pile parce que... Voilà. Bon.